Mickaëlle Paty, c'est la sœur de Samuel Paty. Elle était ce matin au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Elle a lu la lettre qu'elle a adressée aux sénateurs pour leur demander un certain nombre de choses. On écoute un tout petit extrait et vous allez me dire pourquoi vous avez choisi de me parler de ça. Messieurs les présidents, je viens ici vous demander l'ouverture d'une enquête parlementaire afin d'établir les failles de ce drame et de tenter d'en colmater les brèches. Messieurs les présidents, ainsi que l'ensemble des sénateurs, vous qui avez condamné à l'unanimité l'assassinat de Samuel Paty, délaissant votre traditionnel clivage, j'espère que vous agirez aujourd'hui dans le même esprit d'unité. Comme j'ai eu l'occasion de le dire à la Sorbonne le 15 octobre dernier, on ne met pas un oui mais après le mot décapitation. En France, on met un point. Absolument, en France, on met un point, Louis de Ragnel. En France, on met un point, mais là, pour le coup, je vais utiliser le mais. Ce qui est extrêmement choquant, c'est que ça fait 2 ans et demi que Samuel Paty a été décapité. Et depuis 2 ans et demi, il n'y a pas eu de commission d'enquête pour savoir, en fait, quelles étaient les failles au niveau de l'éducation nationale, peut-être du ministère de l'Intérieur, qu'est-ce qui était mal remonté. Alors, il y a eu des commissions d'enquête qui ont été faites un peu par-ci, par-là, mais jamais du point de vue du législateur. Et du coup, je trouve que cette demande était nécessaire, indispensable. C'est dit en plus avec des mots assez posés. Ça rappelle quand même aussi tout l'historique, le contexte dans lequel Samuel Paty est mort. Le témoignage de sa sœur n'est pas du tout hargneux. Elle cherche juste, en fait, ce qu'elle souhaite, c'est que plus jamais il puisse se reproduire ce qui s'est passé avec son frère. Et donc je trouve que c'était à la fois bouleversant et touchant. Et si on peut voir une bonne nouvelle, puisqu'il y a aussi parfois des messages d'espoir dans cette vie un peu où cet océan de mauvaises nouvelles. Cet océan de mauvaises nouvelles. Eh bien, hier, c'était d'ailleurs, je crois, à votre micro, le président du Sénat, Gérard Larcher, a dit qu'il était favorable à la création de cette commission d'enquête au Sénat. Et puis, tout à l'heure, le président de la commission des lois, François-Noël Buffet, a dit qu'évidemment, il souhaitait soit une mission parlementaire, soit une commission d'enquête parlementaire. On joue un peu avec les mots. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui va avoir lieu. Et donc, il y aura des auditions. On va enfin avoir des éléments de compréhension. Il y aura des... mais juste pour être clair, Louis, il y a eu une enquête judiciaire qui a été menée. Exactement. On est d'accord. Il y a une enquête judiciaire. Et de l'autre côté, l'enquête judiciaire, en fait, elle cherche à pointer du doigt les responsabilités pénales directes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a bien vu, à travers ce qui s'est passé avec Samuel Paty, qu'il y avait eu des dysfonctionnements avec plein de gens qui disaient qu'ils n'étaient pas vraiment responsables, une succession de lâchetés, un système qui était défaillant. Et ce qui sera intéressant, c'est de faire une sorte de cartographie de ce qui n'a pas marché. Et j'espère que, pour le coup, le rapport qui sortira de cette commission d'enquête ne finira pas comme toutes les autres, aux oubliettes ou dans la poubelle, et que réellement, on en tirera les enseignements. Éric Nolot, on rappelle que le collège dans lequel il enseignait ne porte toujours pas son nom. Non, mais c'est ça. C'est quand même, Samuel Paty était de ces personnes qui étaient en première ligne pour défendre des choses qui nous sont chères à tous, en tout cas qui devraient l'être, la République, l'école, la laïcité. On peut allonger la liste. On a l'impression que non seulement il n'avait pas été soutenu de son vivant, mais que même sa mort, il devrait y avoir un élan national pour que toute la lumière soit faite. Comment se fait-il que cet homme ait été abandonné à son sort? Comment se fait-il que ce feuilleton sur le baptême de l'école continue? Quelle est cette peur qui s'est... Tout le monde a peur. Mais tout le monde a peur. C'est ça qui est terrible. Tout le monde il faut que la peur change de camp. Et tout le monde est lâche. Elle a changé de camp. Mais oui, mais c'est pas dans le bon camp. Elle est du côté des honnêtes citoyens, malheureusement. Jean-Sébastien Ferjou, rapidement. Bien sûr qu'il n'y a pas besoin de raison supplémentaire, rien qu'en soit éclaircir ce qui est arrivé dans le drame qui a touché Samuel Paty justifie des commissions d'enquête. Mais par ailleurs, c'est utile aussi pour tous les autres enseignants et pour tous les chefs d'établissement qui, par exemple, sur la question des tenues religieuses, des tenues traditionnelles, chaque jour, notamment en raison de la lâcheté du ministre de l'Éducation nationale qui dit « Ah non, moi je m'en lave les mains, c'est pas à moi d'aller mesurer la longueur des jupes » et plutôt que d'assumer un acte d'autorité en disant « le chef d'établissement ». Mais voilà, c'est tous ces gens-là qui sont soumis à cette même pression au quotidien dans beaucoup d'établissements de France. Et le fait que le pouvoir politique s'en lave les mains, c'est vraiment une lâcheté phénoménale. Absolument. Éric Nolot, vous avez choisi de nous parler du maire de Saint-Brévin, qui était hier devant sa mairie avec son écharpe tricolore, qui n'a pas voulu participer à une manifestation organisée par la NUPS et qui a carrément dénoncé une récupération politique. Expliquez-nous. Oui, là, il y a peu d'inédits. Souvent, on dit on est déjà passé par là. Là, un maire qui refuse de participer à une marche de soutien pour ce qu'il a subi, c'est quand même incroyable. En effet, il a dénoncé une entreprise de récupération politique. Et alors là, il faut dire qu'elle était totalement indigne. Il y a même Louis Boyard, député LFI, qui a dit « Écoutez, cette manifestation, c'est pour montrer que nous sommes une force de gouvernement crédible. »
alternative. Donc, en fait, la couleur était annoncée. Il s'agissait moins de défendre le maire de Saint-Brévin que de faire une opération politicienne. Moi, c'est pas tellement ça. Il avait été visé par des agressions sur sa voiture et sa maison qui avait tenté d'être incendiée. Et pourquoi la NUPES avait organisé ça? C'est parce que là, la pression venait de la droite ou de la droite. Donc, l'occasion était belle de faire oublier que c'est plutôt l'extrême gauche qui agite la violence en actes et en fait. Mais moi, c'est pas tellement ça qui m'intéresse. C'est ce côté hémiplégique de l'indignation. Si les pressions viennent de l'extrême gauche, alors la droite se mobilise. Si la pression vient de la droite, alors c'est que la gauche qui se mobilise. Ça me fait penser un peu à une case de Tintin, je crois que c'est dans L'Oreille cassée. Vous avez deux types qui tombent à l'eau, ils sont en train de se battre, et ils se battent sous l'eau et ils finissent par se noyer tous les deux. Mais c'est ça qui est en train de se passer. La droite et la gauche, dans un pays qui est en train de se noyer, se battent, au lieu de s'unir sur l'essentiel, de dire que les violences, qu'elles soient de droite, d'extrême droite, de gauche, d'extrême gauche, c'est intolérable, on ne s'en prend pas à un élu de la République, se battent, et ils se noient, et nous avec eux. Résultat, il y a eu des tags racistes aujourd'hui déposés à Saint-Brévin. Donc en fait, aucune leçon n'a été tirée de ce qui s'est passé avec ce maire. Parce qu'il aurait fallu une forme d'union nationale. Peut-être une réaction c'est pas tant la récupération que je trouve choquante, plutôt que l'hypocrisie. Enfin, les mêmes députés de la France Insoumise qui, par exemple, y étaient et qui, de facto, appellent en permanence au droit à l'insurrection, à la désobéissance civile, ont incité à des actions contre les députés de la majorité. On peut être parfaitement contre cette réforme-là, penser tout ce qu'on veut d'Emmanuel Macron ou des députés de sa majorité, mais ne pas entretenir ce climat de violence. Quel sens y a-t-il à aller se désoler d'un climat de violence à Saint-Brévin pour ensuite l'entretenir? Et là encore, ils l'entretiennent à l'occasion de la journée du juin en disant attention, si jamais la majorité vient à bloquer l'examen de la loi sur l'abrogation de la réforme des retraites, alors ça va être le feu dans le pays, il y aura des manifestations spontanées, du spontané prévu, apparemment, c'est un concept nouveau. Nathan Devers. Je trouve que l'ex-maire de Saint-Brévin a eu une réaction qui était lucide et digne. C'est-à-dire d'à la fois dénoncer, c'est pas en même temps, c'est à la fois. C'est la suite du macronisme. À la fois dénoncer le silence de la droite, le silence un peu gêné de la droite, et en même temps des récupérations qui venaient de la gauche ou de l'extrême gauche. Il y a quelque chose qui est assez gênant dans le débat public, qui est assez facile à dénoncer d'ailleurs aussi, c'est les géométries variables. C'est-à-dire de voir en effet que parfois les condamnations des violences contre les élus sont exprimées avec une intensité qui est proportionnelle à la proximité politique qu'on peut avoir avec l'élu en question. Et c'est vrai par exemple ou la couleur politique. Oui, et la proximité politique qu'on a quand on s'indigne ou s'indigne plus ou moins. Et c'est vrai, par exemple, que quoi qu'on pense, encore une fois, d'Emmanuel Macron, depuis 6 ans, les députés LREM et aujourd'hui Renaissance ont été victimes, on l'a vu, d'énormément de violences pendant toutes sortes de crises, la gilet jaune, pendant la crise sanitaire, pendant la réforme des retraites. Ils n'ont pas été les seuls, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez parlé de ce phénomène-là et qu'on ne l'a peut-être pas assez mis en lumière. Que ce soit des lettres d'insultes, que ce soit des lettres avec des menaces de mort, avec des balles de pistolet, que ce soit des agressions dans la rue, etc., que ce soit des agressions dans leur domicile, que ce soit aussi, c'est différent, mais la violence du complotisme, d'insinuer que tel ou tel député est un corrompu, est un vendu, qu'il vend pour des intérêts, il vote en fonction d'intérêts supérieurs. Tout ce climat-là, en effet, on devrait le dénoncer d'un bloc. Et en étant, en fait, aveugle à la couleur politique, bien sûr. C'est ce que demandait ce maire, Louis Dragnel. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Nathan. Moi, il y a quelque chose que je trouve à la fois pathétique et triste, c'est de voir le sourire heureux de ces élus qui, en fait, font un concours de larmes de crocodile, mais derrière, en fait, sont conscients qu'ils sont en train de faire un petit coup politique. Et même si l'indécence est peut-être périphérique au sujet... Ce sont des élus de la NUPES, socialistes, écologistes... Bien sûr, et le patron du Parti Socialiste, il y a Olivier Faure qui est en tête quand même. Et je trouve qu'il y a un côté extrêmement gênant. Je pense que les Français ne sont plus dupes, les espèces de marches. En plus, globalement, à la manifestation, il n'y avait que... Il y avait pas d'élan populaire, il y avait personne, il y avait pas les habitants. Non mais tout ça est grotesque et donc nous on vient et je reconnais aussi que les médias on rentre un peu dans ce jeu-là puisqu'on est là pour les filmer, on met la focale sur eux et on se rend pas compte en fait que derrière il y a absolument personne. Et ensuite le deuxième sujet, je trouve que c'est l'illustration du fait que aujourd'hui on a de plus en plus de mal et les politiques le font de moins en moins, c'est à porter un projet commun. Et moi je me souviens même quand j'étais petit, il y avait encore des politiques que parfois je n'appréciais pas d'ailleurs, qui essayaient quand même d'aller vers un discours universel, d'essayer de parler à tous. Alors on n'aimait pas, mais ils essayaient. Et aujourd'hui, en fait, tout ça, c'est complètement abandonné. On est dans une logique de niche, de partition, et tout ça s'inscrit dans le processus de décivilisation dont on parlait tout à l'heure. Et je pense qu'à la fin, les conséquences sont terribles. C'est-à-dire, c'est la partition. On parle simplement qu'à des gens qui ont des petits intérêts individuels. Et donc, c'est avec ce type d'initiative, je pense, que la société continue de se diviser. Jean-Sébastien, là-dessus ?
non, sur le maire de Saint-Brévin, sur cette récupération politique, comme je vous disais, c'est vraiment l'hypocrisie absolue de ceux qui entretiennent la même violence vis-à-vis d'autres élus. Voilà. Alors, vous vouliez me parler de la dette. Alors, on ne va pas faire fuir nos téléspectateurs ni nos auditeurs, on va rendre ça sexy. Mais c'est une bonne nouvelle. Parce que c'est un livre qui s'appelle « Tout ce qu'on ne vous a jamais dit sur la dette ». Surtout, comment l'effacer proprement. Parce que c'est ça la partie, qui est intéressante. Et c'est un livre d'un économiste qui s'appelle Mathieu Muchery, qui dirige le service des études économiques d'un des plus gros assureurs français, donc qui pilote la gestion de beaucoup de milliards ou de dizaines de milliards d'euros. Mais surtout, ce qui est très intéressant, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille avec lui sur Atlantico, je peux vous garantir qu'il ne s'est quasiment jamais trompé dans ses prédictions, donc j'ai une énorme confiance en lui. Nostradamus de la dette. Non mais la dette... il dit que de toute façon, on la remboursera jamais. Il faut être lucide. Nous ne la rembourserons jamais. Et que ça n'est pas forcément un problème. Mais pourquoi n'est-ce pas un problème ? Parce qu'on n'est pas dans la situation de l'Argentine. L'Argentine, elle a fait défaut alors qu'elle était à 60% d'endettement du PIB. Nous, on est à 125 maintenant. Donc, c'est pas en soi le niveau. D'ailleurs, la question du niveau, elle est relativement virtuelle. Le sujet n'est pas si vous êtes endetté, par exemple, Laurent, imaginez que vous soyez endetté parce que vous avez acheté énormément de bonbons Haribo. Votre problème, ça ne sera pas votre dette, ça sera que vous aurez du diabète parce que vous aurez mangé énormément de bonbons Haribo ou de vin ou ce que vous voulez. Non, mais je ne sais pas si vous comprenez l'idée. Le sujet, c'est ce que nous faisons de la dette. Le mal que nous produisons, c'est ce que nous faisons de la dette et on n'a pas utiliser la dette pour construire de la croissance, de l'innovation, de la transition énergétique ou je ne sais pas quoi d'autre. On a fait de la dette pour faire de la mauvaise dépense. Donc c'est ça le sujet. Mais surtout, là où il y a une bonne nouvelle, c'est que de toute façon, dans ce qu'explique très bien Mathieu et très clairement Mathieu Muchery, il y a déjà plus de 30% de notre dette qui est logée dans le bilan de la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire que c'est pas de l'argent, par exemple, qu'on devrait à vous, Laurence Ferrari, ou avec vos économies, ou à X ou monsieur, ou la somme de monsieur et madame Y. Des Français. C'est dans le bilan de la Banque Centrale Européenne. Ça veut dire que déjà, il y a 30% de la dette, soyons lucides, on ne la remboursera pas parce qu'il suffira de l'effacer d'un trait sans que ça n'ait de conséquences dans la vie réelle. Okay. En revanche, il faut le faire proprement. Et pourquoi ne pouvons-nous pas le faire ? Parce que c'est là, je vous parlais plutôt aussi de rapport de force avec l'Allemagne. Les Allemands ont une vision de la dette qui, pour le coup, relève énormément de la morale, gérée en bon père de famille, etc. Ce qui est d'ailleurs très douteux de leur part. Quand vous regardez en 2009, les banques les plus pourries en Europe étaient toutes les banques régionales allemandes. Et on a vu ce qu'il en était du Crédit Suisse et on voit ce qu'il en est de la Deutsche Bank. Mais bref, c'est un livre vraiment très intéressant. Jetez-y un œil parce que c'est un sujet qui plombe toutes les politiques publiques à l'heure actuelle, alors que c'est un problème dont on peut finalement se sortir. Qui veut rivaliser sur la dette ? Oui. Non, mais c'est très intéressant parce que disons que Jean-Sébastien Ferjou a parlé 2 minutes 30. En fait, les gens ont arrêté au bout de 15 secondes à la dette n'est pas un problème. Après, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Donc, en fait, les gens ont intégré ça. Et la prochaine fois que on va revenir, la dette n'est pas un problème. Non, mais revanche, ou la réforme des retraites ou une autre réforme, on va dire. Écoutez, j'ai écouté Jean-Sébastien Ferjou l'autre jour qui nous a expliqué de toute façon et peu importe ce que vous avez dit après, il faut bien l'utiliser. Vous savez quelle est la malédiction qu'il y a vraiment, je sais pas, une dissociation cognitive quoi, en réalité, parce que beaucoup de gens sont en effet persuadés, mais sans entrer dans les détails techniques, que la dette n'est pas un problème, que donc chaque fois que le gouvernement ou que n'importe quelle instance demande un effort, ce n'est pas la peine de le suivre parce que, en effet, on ne remboursera pas cet argent. C'est le seul message. C'est pour ça qu'il faut lire ce livre, parce qu'il faut bien comprendre. Et je ne disais pas que la dette n'était pas un problème, je disais en soi le niveau de la dette n'est pas un problème. En revanche, ceux qu'on a je vous expliquer comment vous allez être compris. Est un problème. Mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est la malédiction de la dette, c'est qu'en réalité, on peut continuer à s'endetter longtemps. Et pourquoi pouvons-nous continuer à nous endetter longtemps ? Parce qu'il n'y a pas de perspective de croissance en Europe. Le sujet, c'est que les gens qui ont beaucoup d'argent, admettons, vous avez 100 millions, Eric. Est-ce que vous les investissez dans une usine pour construire des voitures ou des télés ? Ou est-ce que vous préférez acheter de la dette en vous disant, mais finalement, peut-être que à l'arrivée, mes 100 millions, j'en aurai plus que 95 millions parce que peut-être que la France n'aura pas remboursé toute sa dette, mais j'aurai quand même 95 millions où j'ai mis 100 millions dans l'économie réelle et je me retrouve à zéro parce que ça allait dans le mur. Et le problème, c'est qu'on peut continuer à s'endetter précisément parce que personne n'a confiance dans l'avenir de l'économie européenne. C'est terrible. Nathan Devers, vous voulez parler de Michel Houellebecq ? Ah oui, donc oui, pas sur la dette. Si vous voulez, mais comme il vous reste peu de temps pour Michel Houellebecq, donc il a sorti un nouveau livre, c'est ça ? Vous avez eu la chance de le lire déjà ? Oui, que je voulais lire avec intérêt parce qu'en fait, c'est la première fois que Michel Houellebecq publie un livre qui relève de l'écriture de soi. Quelques mois dans ma vie, octobre 2022, mars 2023. Mars 2023, exactement. Dans La Carte et le Territoire, il y avait déjà la mise en scène du personnage Michel Houellebecq, mais avec beaucoup de distance, avec beaucoup d'humour, et c'était très habile parce qu'il Michel Houellebecq intervenait à 2 moments, et puis à un moment, il était complètement déprimé dans sa maison alcoolique, etc., et puis l'autre, au contraire, il était rayonnant. Là, Michel Houellebecq raconte à la première personne, en quelque sorte, c'est presque un journal écrit avec quelques mois de retard, mais 2 épisodes marquants de sa vie récente. La polémique qu'il y a eu
à la suite de son entretien dans Front Populaire sur ses propos sur l'islam et sur la délinquance. Et puis l'autre polémique sur son film pornographique et puis le contrat un peu étrange qu'il a signé et les images qui sont sorties. Alors, sur la première chose, Michel Houellebecq change complètement de position par rapport à l'islam et aux propos qu'il avait tenus. Il reconnaît l'erreur qui avait été la sienne. Et au contraire, il propose de distinguer radicalement la notion de religion, et de religion islamique en l'occurrence, et les phénomènes constructeurs de délinquance. Et sur l'autre aspect, sur l'aspect de la pornographie, alors là, il s'étend. Et c'est très étrange, on a l'impression que Michel Houellebecq n'est pas un personnage houellebecquien, c'est-à-dire qu'il s'étend entre guillemets sans distance, avec une forme de colère qui le conduit par exemple à animaliser les personnages. Il y a des scènes assez drôles, mais le personnage du réalisateur s'appelle le cafard, il y a la truie, etc. Mais si vous voulez, on a l'impression que là, il n'a pas sa distance de romancier. Cependant, moi, il y a un passage que j'ai beaucoup aimé à la fin du livre, quand il a une conversation au téléphone avec Bernard-Henri Lévy, avec lequel il est en désaccord sur tout, politiquement, mais il écrit que, donc il est en désaccord sur tout, mais cette phrase « Je ne crois pas aux idées, je crois aux gens ». Et je pense que si on veut comprendre Michel Houellebecq, on comprend, c'est-à-dire vraiment, c'est ça, c'était quelqu'un qui a des idées et qui a souvent été perçu à l'aune d'une idéologie qu'on a pu projeter en lui. Mais ce qui sauve en partie ce livre et surtout ce qui sauve son œuvre, me semble-t-il, c'est la manière dont il croit à des singularités. D'accord. C'est incroyable. C'est incroyable. Pourquoi ça vous fait réagir tant ? Parce que moi j'ai écrit un pamphlet il y a déjà longtemps, je crois une vingtaine d'années, qui s'appelait Au secours, Houellebecq revient, un pamphlet donc anti-Houellebecq, où j'explique un peu déjà tout ce qui était en germe et qui est en train de s'épanouir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous, en France, nous avons une particularité, nous accordons beaucoup d'importance à la littérature, bon ça c'est bien, mais il nous faut absolument un écrivain national. Quand nous ne l'avons pas, nous l'inventons. Nous avons inventé l'écrivain national Houellebecq, celui dont chaque livre fait l'événement. Pourquoi ? Parce que c'est plus un sociologue. Il a l'art quand même d'attraper les choses dans l'air du temps, et donc la France se reconnaît. C'est un être très dépressif. Nous sommes un pays entré en dépression, on se reconnaît. Mais là, cette supercherie se termine en pantalonnade, ou plutôt en dépantalonnade. Voilà quelqu'un qui nous explique qu'il joue dans un film porno à l'insu de son plein gré. Il est représenté par le plus grand agent littéraire de la place, qui a dû, je peux vous dire, étudier le contrat à la loupe, donc il savait très bien ce qu'il signait et ce à quoi il s'engageait. Et maintenant, les livres de Houellebecq sont de plus en plus mauvais. Le dernier était illisible, et là, on est au stade terminal où il vous raconte ces petites histoires de cul qu'il assume même pas. La supercherie Houellebecq est enfin exposée. Il fallait lire mon livre il y a 20 ans. Ça vous aurait... Je peux répondre sur un petit point. Oui, un tout petit point, parce que je veux bien que les autres aussi réagissent. J'ai l'impression que Houellebecq ne veut plus être Houellebecquien et qu'il a inventé 2 tentatives, une dans Anéantir, d'écrire un grand roman somme que j'ai trouvé, moi pour ma part, assez réussi, précisément parce qu'il n'était pas dans ce côté Houellebecquien, et que là, il essaie une nouvelle tentative. Il a peut-être vu qu'il y avait une mode de l'autofiction, qui est l'écriture de soi, et que j'ai trouvé, pour ma part, moins convaincant. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a ce glissement où il est assez lucide sur le fait qu'il a été une sorte de fétiche d'écrivain national, et qu'il essaye de sortir de... Attends, vous êtes en train de m'expliquer ce que moi j'ai expliqué il y a 20 ans, c'est que Houellebecq attrape l'air du temps pour en faire une entreprise publicitaire. C'est-à-dire qu'il attrape la chose. Il n'y a pas de talent littéraire, il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas de personnage, il y a des types. C'est un sociologue beaucoup plus qu'un écrivain. Donc il tente une nouvelle métamorphose et vous tombez à nouveau dans le panneau. Un tout petit mot, non. Sébastien Ferjou, rapidement. Non, mais moi j'étais un peu perdu en route par Houellebecq. Je trouve que ses premiers livres étaient vraiment intéressants. Alors il y a un aspect sociologique, mais même d'un point de vue littéraire, parce qu'il y a une forme d'adéquation entre le côté glauque de la société, notamment de la manière dont la sexualité est devenue un marché comme tous les autres, et où les corps sont des produits finalement, et que son style un peu plat justement était en adéquation avec cet aspect-là. Depuis, effectivement, peut-être parce qu'on l'a trop mis au rang d'écrivain national et qu'il s'y est prêté. D'ailleurs, c'est ce à quoi il répond, parce que le sujet du film porno, il est finalement anecdotique. Je peux comprendre que ça le mette mal à l'aise, mais effectivement, c'est relativement ridicule de croire qu'il ait pu signer sans véritablement... En revanche, sur l'entretien, là où je le trouve très hypocrite, c'est sur l'entretien avec Michel Onfray. Enfin, il y a un moment, je pense quand même que Michel Houellebecq maîtrise sa parole, qu'il est capable de comprendre ce qu'il dit, a fortiori dans une interview qui est
écrite, feindre ensuite de dire « ah ben non, je ne m'étais pas rendu compte de ce qu'on disait », et relu. Quand même pas abusé. Allez, Louise Ragnel. Oui, je n'ai pas lu le livre, donc il faudrait que je le lise. Mais après, non, moi, c'est un auteur que j'ai apprécié, pas dans tous ses livres, mais parce que, alors, c'est peut-être ma dérive commerciale, parce que précisément, non, mais moi, ça m'amusait de le voir croquer un peu les mots de la société. Effectivement, c'est commercial, effectivement, ça correspond, enfin, tout le monde comprend les scènes, en fait. Et du coup, je pense que ça explique pourquoi aussi c'est un livre grand public et pourquoi il fonctionne. Enfin, pourquoi c'est un auteur grand public et pourquoi ça fonctionne. Vous ne convaincrez pas Éric Nolot. Je ne cherche pas à vous convaincre. Non, mais c'est la grande littérature à la portée des caniches, pour paraphraser Céline. C'est-à-dire que c'est tellement plat, c'est tellement sujet vers complément. Non, mais ça, il a perdu. Parce qu'en fait, ce que disait Jean-Sébastien, ça correspond à un livre. C'est l'extension du domaine de la lutte. Le premier, il a fait des poèmes avant, je crois, c'est le premier livre. Et en effet, il y avait quelque chose. Mais après, écoutez, c'est de plus en plus faible, mais personne n'ose se dédire. C'est une particularité de la critique française aussi, c'est qu'une fois que vous êtes classé écrivain national, quel que soit le niveau du livre, on trouve ça génial. Écoutez, le dernier, honnêtement, c'était interminable à lire. Non, il y avait Bruno Le Maire comme personnage dans le livre. Ben, ça a inspiré une œuvre ensuite à Bruno Le Maire. Un truc anecdotique. Qu'est-ce qu'on retient de ce livre? Non pas la qualité, mais que Bruno Le Maire était attaché. Encore une fois, c'est le vieux truc Houellebecquien, le truc publicitaire. En tout cas, Michel Onfray qui écoute l'émission réagit en disant que voilà, l'entretien qu'il avait eu avec Michel Houellebecq avec Front Populaire était absolument véridique et que il ment absolument en disant qu'il n'a pas tenu ses propos. Voilà, donc on salue Michel Onfray. Merci beaucoup. Nathan Devers, Éric Nolot, Louise Ragnel et Jean-Sébastien Ferjou. La suite, c'est Christine Kelly sur CNews, Europe 1 Soir sur Europe 1. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.